Cette semaine, je rends son invitation à Bertrand Soulier, qui m'a invité il y a peu de temps dans son podcast Sport et Nutrition. Bertrand est un podcasteur aguerri entre coach sportif et coach de vie qui se définit lui-même comme un éleveur de champions du monde de leur monde. J'ai souhaité lui donner l'occasion de parler de son parcours de santé parce que forcément, comme de nombreux coachs, c'est en surmontant seul des difficultés personnelles de santé et de mental qu'il a trouvé sa voie professionnelle. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et je reçois ici des experts, mais également des gens comme toi et moi, pour partager leur parcours de santé. Bonne écoute ! Bonjour Bertrand. Bonjour Sophie. Alors bienvenue dans Parcours de santé. Ce podcast, il est dédié à tous les gens qui ont envie de mettre en place, de mettre en route leur parcours de santé. Et j'essaye d'inviter des gens qui ont une histoire et donc un parcours particulier. Avant de parler de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, je m'appelle Bertrand Soulier, j'ai 48 ans dans 6 mois, on va dire. C'est mon demi-anniversaire. 47 ans et demi. Euh, Mon demi-anniversaire, c'est cette semaine, donc on est encore bon. Je suis maintenant un peu, on va dire, un coach de vie équilibré, enfin sportive équilibrée, euh, au sens où des fois, je me définis comme étant un éleveur de champions du monde de leur monde. Ah, ça C'est-à-dire c'est top. des gens qui voudraient réaliser leurs rêves, tu vois, qui, à l'approche de la quarantaine, se sont rendus compte qu'ils avaient des trucs qu'ils voulaient faire, soit qu'ils en ont toujours rêvé, soit qu'ils en rêvent maintenant, et notamment des trucs sur le sport, et qui se rendent compte quand même qu'ils sont un peu embêtés pour les faire parce que le mode de vie de notre société les a éloignés d'une pleine santé, d'une pleine forme. C'est la roue de hamster qui tourne. Donc, ma communauté, c'est Ouais. le Hamsters Running Club pour ça. C'est-à-dire que le métro, boulot, dodo, on est dans une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis tu travailles à 40 ans en te disant zut, j'ai un problème de poids, j'ai des problèmes de santé parfois, je vois des gens faire des trucs, et puis moi, je peux pas le faire. Comment je fais pour faire des choses? Et c'est ce que moi, j'ai Ok. vécu dans ma vie aussi. D'accord, du coup, c'est l'enchaînement parfait. C'est quoi ton parcours pour en arriver à devenir éleveur de champions de leur monde? Moi, il y a 10 ans de ça, je faisais, on va dire, 27-30 kilos de plus que ce que je fais maintenant. Alors qu'aujourd'hui même là, pas tout à fait, parce que j'ai regrossi un petit peu ces derniers temps sur quelques petits problèmes d'équilibre de vie, justement, ce qui montre que tout n'est pas acquis, hein, parce qu'il y a des hauts, Jamais. des bas. Euh, mais c'est vrai que proche de la quarantaine, je me suis retrouvé dans une situation. En fait, il n'y avait rien qui allait, quoi. Pratiquement, tu vois, il n'y avait pas grand-chose qui allait. On va dire sur le plan pro, j'ai des gros problèmes au boulot parce que je subissais du harcèlement moral. Et puis j'en avais marre, tu vois. Quand j'étais gamin, moi, je me rêvais comme étant un champion, champion de foot, champion de plein de trucs. Après, je me suis rêvé entrepreneur, tu vois, parce que je suis des écoles de commerce, formation entrepreneuriat, enfin, plein de trucs. Et à 40 ans, en fait, j'étais un salarié malheureux, proche de la quarantaine, qui faisait 107 kilos. J'avais essayé de reprendre la course à pied à une époque sans aucun succès, tu vois, le truc. Et, euh, et donc, avec une nouvelle vie qui s'ouvrait, puisque j'ai décidé que je ne serais plus salarié, parce que je voulais quitter ce monde du salariat. J'ai dit, je vais être à mon compte, etc. Et puis, en même temps, je faisais toujours de la création de contenu. Moi, j'ai toujours créé. J'ai eu un blog avant que ça s'appelle blog. J'ai eu des réseaux sociaux. Enfin, là, il y aurait vraiment beaucoup de trucs à raconter sur ce On a domaine-là. eu des sites avant Google. Voilà. Bon, Alta Vista, donc j'ai un C'est expert ça. de référence sur Alta Vista. Sauf qu'en fait, ce mode de vie qui était finalement, tu sais, moi j'ai un mode de vie qui était assez simple, c'est que le matin, je me levais, je travaillais sur mon site, je partais ensuite travailler pour mon employeur, et puis je rentrais à la maison et je continuais à travailler sur mon site. Et puis à un moment donné, je mangeais, je dormais, et puis je faisais quelques cours à la fac, etc. Et donc un jour, je me suis réveillé, déprimé, antidépresseur, 107 kilos. Je sais pas trop comment faire, tu vois, les choses, mais en tout cas, j'avançais plus du tout, quoi, tu vois. J'étais, et c'est une anecdote vraie, c'est que j'avais un blog de mec, ça s'appelait Mon blog de mec.
Et ma spécialité en tant que blogueur, c'est de tester les anti-cernes. Tu vois, je testais les anti-cernes, tous les anti-cernes. J'écrivais pour des gens, hein, tu sais, j'écrivais pour Monoprix, pour des gens comme ça. Mais sur mon blog, j'ai testé, j'avais tous les anti-cernes qui sortaient, je les achetais. J'étais invité dans des usines pour tester les anti-cernes, etc. Tu vois, tout. Enfin, je les faisais des photos en macro, des billes d'anti-cernes. Euh, et je dois dire que ça fait 10 ans que je n'ai pas utilisé un seul anti-cerne. Eh ben oui, Un seul forcément. anti-cerne. Mais j'ai une discussion annuelle avec mon neveu qui a 27 ans et qui suit, lui, la tendance d'acheter des anti-cernes pour compenser un truc. J'ai mis très longtemps à comprendre quelle était l'importance du mode de vie. Plutôt, Ouais. enfin, même si le sommeil en particulier, mais le mode de vie global, que moi j'ai mis très longtemps à comprendre avec ma méthode SAM, et maintenant qui devient SAMI, sommeil, alimentation, mouvement, et puis le idée de tout ce qui est idée mentale, rumination, identité personnelle aussi. Et Euh, c'est comment que tu as eu, est-ce que tu as eu un déclic soudain à un moment donné, quand tu t'es retrouvé là, harcelé, antidépresseur, salarié malheureux? Est-ce qu'il y a eu un truc qui a fait un déclic particulier pour que tout d'un coup tu te dises, putain, j'en peux plus, il faut que ça change? alors, c'est un déclic. Il y a un truc qui allait bien, c'est que donc avec ma femme, elle a eu la volonté de perdre du poids. Donc, elle était allée voir une diététicienne. Et moi, je lui ai dit un truc. Je lui ai dit, bah, écoute, je t'accompagne. Enfin, je vais pas avec toi et tout, mais je mange ce que tu manges, je fais comme toi et tout. Et là, ça a commencé à faire bouger un peu mon poids, tu vois. Il y a un truc qui a commencé à bouger. Après, je me suis dit, je vais rajouter du sport. Parce qu'on dit que le sport, ça fait perdre du poids. Donc, j'ai rajouté du sport. Et j'en ai rajouté une petite dose, tu vois. Alors, au début, j'ai rajouté une dose de un peu de natation. J'ai rajouté un peu de choses comme du HIIT, du fitboxing, tu vois. En plus, le fitboxing, c'est cool, tu vois. C'est pour le Ça mental, tu défoule. vois. Ça défoule, tu tapes sur un gros punching ball et tout, c'est Ouais. super cool. Mais tu vois, je courais pas beaucoup, j'ai du mal à courir, j'étais pas très bien quand je courais et tout. Enfin, à 90 kilos, t'es pas bien quand tu cours. Enfin, quoi qu'on en dise, quoi. Et tu vois, de 107 à 90, mais même à 90, je me rendais compte que j'étais pas terrible. Alors à 100, je te dis même pas le truc, hein. J'avais abandonné déjà et tout. Et en fait, au fitboxing, moi j'avais un truc, c'est que je me mettais au premier rang, tu sais. Et puis le coach, il donnait des trucs à faire. Puis moi j'étais à fond, à fond, à fond, à fond. Puis j'ai commencé à sympathiser avec lui, tu vois, à discuter un peu avec lui. Je lui ai expliqué mes routines. J'ai mis en place plein de routines, tu vois. Je faisais des pompes le matin, du gainage, tout un tas de trucs comme ça. Et il m'a dit, mais est-ce que tu vois l'impact de ce qu'on fait là en fitboxing et en hit? C'est-à-dire, j'ai le lundi et le mercredi. Il me dit, est-ce que tu vois l'impact sur ta santé? Parce qu'il me dit, en fait, tu sais, ces cours-là, c'est des cours de remise en forme. C'est-à-dire qu'on te fait travailler le cardio, qui monte très haut, qui descend très bas, on fait tout un tas de trucs. Il me dit, normalement, tu devrais sentir sur ta vie quotidienne à te sentir plus dynamique. Puis je dis, bon, oui, d'accord, je crois que je le sens. Mais tu sais, moi, il y avait le poids aussi qui jouait. Ouais. Et il m'a dit, mais tu cours un peu? Je lui dis, bah, pas vraiment. Mais j'ai essayé un peu. Tu vois, tu vois, j'ai appris avec une application qui à l'époque était faite par celle qui fait l'amour dans le pré, là. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et, Je ne euh, connais pas. et donc, elle avait lancé une application et qui faisait, tu vois, des séances et tout. Donc, j'avais commencé à reprendre la course, mais tu vois, c'était vraiment une fois de temps en temps, quoi. Il m'a dit, bah, va courir et tu verras si ça va mieux. Et ce jour-là, en fait, c'était le 6 décembre. Je vais courir. Ah, tu vois que tu as un déclic. Et, euh, et tout d'un coup, en fait, j'ai l'impression que je vais beaucoup, beaucoup plus vite que les autres fois. Alors que ma vitesse à l'époque n'était pas exceptionnelle, mais j'ai l'impression que je suis déjà plus léger, plus dynamique, que quand il y a une montée, j'arrive à la monter. Moi, j'habite en Auvergne, hein, tu vois, ça monte, ça descend, j'ai Je zéro connais. plat. Et, euh, et à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est cool d'arriver à courir sans être essoufflé, sans être surfatigué, sans être tout rouge, tu vois, et tout. Et donc, j'ai décidé que j'allais courir une fois par semaine. Voilà, ça, c'était mon truc. Et à partir de là, en fait, je ne me suis pas rendu compte que je me suis mis inscrit à une première course, un trail de 13 km. Et puis, il y a une deuxième course, une troisième course. Je me suis offert un 10 km pour mon anniversaire, tu vois, c'était un nouveau truc. Et puis après, je me suis mis à me lancer des petits défis. Puis un jour, au bord de la mer, c'était en 2017, j'ai dit, bah tiens, je vais fêter mes 42 ans en
courant un marathon. Alors que ça faisait plusieurs mois, ou même longtemps, je disais, courir un marathon, c'est trop long, c'est pas possible, c'est pas pour moi, etc. C'est là où je dis qu'il y a un changement d'identité aussi qui se fait petit à petit. Et en fait, Ouais. c'est en 2017. Et puis j'ai fait une vidéo que tu retrouves sur Internet assez facilement. Et je l'ai oublié, la vidéo. C'est-à-dire que mon projet, il me sortit de la tête. Et en 2018, en avril 2018, tu vois, dans ces dates-là, à peu près, le marathon de Paris qui passait à la télé chaque année. Donc en 2017, je regarde le marathon de Paris, je vais courir, on est au bord de la mer, et je dis, non, pour mes 42 ans, je fêterai mes 42 ans en courant un marathon. Et ben en 2018, je regarde la télé, je vois le marathon de Paris, je me dis, mais t'es toujours pas inscrit. C'est quoi ce bordel quand même? Il va peut-être falloir faire quelque chose. Et donc là, je décide de m'inscrire au marathon de Lyon. Et à partir de là, la prépa commence en juillet. Et au moment de la prépa, je commence à créer un premier podcast, enfin, qui était mon deuxième podcast. Je commence à créer un podcast qui s'appelle Kilomètre 42, dans lequel je dis, je vais raconter tout ça, en fait. Tu vois, je vais raconter tout ça et, euh, et apprendre des choses. Et donc, je me suis mis à apprendre toutes les choses autour de comment courir et puis comment être en meilleure forme, tu vois, pour être en forme pour aller courir, comment accompagner ma perte de poids, comment me renforcer, comment tous ces trucs-là. Et là, tu me fais la transition parfaite parce que du coup, c'est quoi le truc que tu as appris depuis que tu as initié ce parcours? C'est quoi le plus gros apprentissage que tu fait? Bah, en fait, le plus gros apprentissage, moi, je l'ai résumé dans ma méthode, tu vois, si j'appelle ça SAMI, c'est parce que tu peux prendre sommeil, alimentation, mouvement. En général, on prend toujours l'un des trois. Toujours l'un des trois, en séparé. On commence par l'un des trois, ouais. On commence par l'un des trois. Et il y a des gens qui ne font que l'un des trois. Et Mm. j'ai vu des gens qui se fatiguent et puis ils prennent pas de plaisir et puis ils sentent pas en bonne santé en fait. C'est-à-dire, tu vois, je parle pas de poids là, je parle de bonne santé en fait. C'est-à-dire que Oui, oui. Mais de toute façon, on sait que le poids, mm, un bon poids, c'est parce que tu retrouves une bonne voilà. santé. Donc l'important, c'est de retrouver la bonne santé avec le sommeil, avec Mm, l'alimentation, avec le mouvement et avec aussi le mental, mm. puisqu'il y a ça aussi qui compte. Donc ils se sentent pas bien, tu vois. Enfin, et puis Non, c'est un truc qui était même ridicule dans leur approche. C'est-à-dire que il y avait une salle de fitboxing, il y avait un parking devant, il y avait en l'occurrence des filles, mais il pouvait y avoir des mecs qui faisaient pareil, qui arrivaient avec un sac en mangeant des gâteaux, qui garaient leur voiture devant la porte de la salle, qui rentraient dans la salle, donc qu'on payait, tu vois, pour être là, qui se mettaient tout au fond de la salle, qui faisaient au minimum les trucs, etc., et qui parlaient plus de leur soirée qu'elles allaient faire, aller boire un coup, manger un hamburger, etc., en disant, je fais du sport, je peux manger n'importe quoi derrière, qui reprenaient leur voiture, donc elles avaient fait, on va dire, une demi-heure intense, franchement, elles transpiraient quand même, parce que le coach, il venait les voir et tout. Il était un peu désespéré. Et je me dis, il y a un truc qui cloche, quoi. C'est-à-dire que déjà, tu marches même pas pour aller jusqu'à ton truc, jusqu'au tapis de ouais, sport. mais tu sais, la récompense par la religieuse au chocolat, le nombre de gens que moi j'ai vus à l'époque où je fréquentais la salle, sortir de la salle et passer dans la boulangerie pour en sortir avec une religieuse au chocolat ou un éclair, parce que bon, ils avaient fait du sport, ils pouvaient se le permettre. Oui, c'est clairement, c'est pas logique quand tu réfléchis sur un plan de santé global, quoi. Mais en fait, c'était pas logique. Et puis, ce qui n'était pas logique, en fait, et ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard, c'est que ce qui est pas logique, c'est qu'en fait, les gens font du sport très intensif et ils oublient un truc essentiel, c'est de marcher. Enfin, ils restent les fesses sur une chaise pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, et je l'ai fait pendant des années. Et donc, ce côté mouvement, tu vois, sédentarité et tout, puis moi, je l'ai payé physiquement très durement parce que j'ai eu des grosses douleurs et tout. Donc, je sais à quel point il faut faire attention. Mais le problème du mouvement, c'est que tout seul, en fait, comme tu disais, il suffit pas, tu vois. Tu peux avoir une récompense de la religieuse au chocolat, en lui-même, il suffit pas. Donc, le pendant auquel on pense souvent, c'est l'alimentation. On dit, bah oui, mais il faut que je mange mieux. Oui, d'accord, il faut que tu manges mieux, que ça signifie, etc. Mais du moment que tu fais du sport, tu as aussi des équipes qui vont changer, tu vois, tu as tout un tas de choses qui vont changer. Et puis, moi, il manquait un truc, parce qu'il y a un truc que j'ai négligé pendant des années, c'est la partie sommeil. Tu vois, je t'ai dit, j'étais testeur d'anti-cerne. Et le jour où je me suis rendu compte à quel point le sommeil changeait tout, ça a vraiment été un gros déclencheur.
Parce que, en fait, j'ai même tendance des fois à dire que c'est un gros domino qui tombe. Tu sais, quand tu as le sommeil qui commence à bouger un peu, c'est un gros domino qui tombe. Parce que si tu es fatigué, le matin, tu feras pas de sport, tu feras pas, t'iras pas à la salle, tu iras pas courir, Tu auras plus faim parce tu auras que faim. je crois que je lisais une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec des statistiques qui disaient que quand on est en manque de sommeil, on Mm. absorbe 44% de calories en plus en Ouais. moyenne. Et on n'absorbe pas les bonnes calories parce qu'on cherche du sucre et des choses qui vont nous donner un coup de fouet qui sont particulièrement mauvaises pour la santé globale. Donc, oui, le sommeil, c'est primordial, clairement. C'est nos Clairement. amis leptine et ghrelin, tu sais, c'est toujours le problème en fait. C'est que quand tu es fatigué, ton corps, il va chercher l'énergie directe. Et l'énergie directe, c'est du gras, C'est le sucre. du sucre, c'est tous ces trucs-là. Donc, moi, je l'ai connu pendant des années. Et en fait, pourquoi je dis qu'ils sont indissociables? C'est parce que si tu en as un que tu négliges, bah, tu peux déséquilibrer l'ensemble. C'est-à-dire qu'une fois que tu dors bien, tu peux bouger, tu manges mieux, parce que même hormonalement, déjà, les hormones vont mieux. Mais une fois que tu dors, une fois que tu bouges un peu plus, bah, tu vas aussi probablement mieux dormir le soir et manger mieux. Tu vois, par un certain Mm, équilibre, tu vas dire, ouais, je fais des efforts sportifs, j'ai quand même mieux mangé, tu vois. Enfin, il y a un truc. mm, mm. Et si tu manges assez bien, assez équilibré, tu as aussi l'énergie pour bouger, mais ça a aussi un impact sur ton sommeil. Et Tout à fait. C'est un vrai. Moi, je le vois parce que, alors, moi, pour le coup, je suis sur une clientèle différente, mm, puisque moi, j'accompagne majoritairement des femmes matures qui sont en très gros surpoids, qui n'ont jamais fait vraiment de sport ou qui en ont fait un peu, mais qui n'ont pas pu continuer, ou qui se sont épuisées à mm, faire du sport, mais ça leur a pas été utile. Et clairement, ça commence par l'alimentation parce que c'est ce que moi je fournis en premier, même si j'intègre beaucoup dans mon programme les notions de sommeil, de mental, de mouvement, etc. Mais le simple fait déjà de mieux te nourrir, ça ouvre des nouvelles perspectives en termes d'énergie. Moi, je le vois, c'est le premier truc qu'on me dit. Ah, j'ai pas encore perdu de poids, mais j'ai retrouvé une énergie mm. parce que c'est le premier carburant du corps, hein, faut quand même pas l'oublier, hein. C'est le seul même carburant du corps. Le truc qui fournit de l'énergie au corps, c'est l'alimentation. Donc oui, on commence par là ou on commence par le sport, mais à un moment donné, il faut travailler sur le carburant, quel- quoi qu'il se passe, quoi. Mm. Et moi, tu vois, j'ai rajouté un autre truc, c'est la partie, le I de Samy, en fait, c'est tout ce qui est les idées, la rumination mentale, les habitudes. Je parlais d'identité aussi. Je pense que c'est un gros changement, l'identité. Dire, bah, en fait, je suis pas condamné à faire ce que j'ai fait pendant des années. Euh, je peux Ouais. faire différemment, je peux changer. Alors, comment Moi, changer? j'ai une leçon dans mon programme qui s'appelle Deviens celui que tu Mm, veux être, parce que justement, il y a cette notion de transformer aussi sa façon de parler, mm, de penser, de se parler à soi, hein, parce qu'on ne se mm, parle pas bien souvent, hein, pour justement aller vers ce qu'on veut être, quoi. Il y a une vraie transformation qui s'opère clairement quand on commence à tout bien aligner. mm. Il faut aussi travailler là-dessus, Ouais, ouais, puis c'est clairement. transformer le je suis pas sportif, j'ai toujours mangé mal, Je pourrais jamais, je pourrais jamais. de toute façon, tout le monde est gros dans ma Mm, famille, exactement. voilà, oui, tout à fait. Je ne suis pas sportif, je faisais pas de sport quand j'étais au collège, au lycée, donc je ne pourrais jamais prendre du sport. Mais même, je parle de course à pied, parce que moi, c'est la course à pied, mais ça pourrait être du vélo, ça pourrait être du yoga, ça pourrait être n'importe quel sport, j'ai envie de dire, tu vois. Euh, le truc auquel je crois, c'est qu'à un moment, il faut bouger et que on parle beaucoup de sport, mais que là où on bouge le plus dans une journée, c'est marcher. Tu vois, marcher, faire du vélo pour Oui. te déplacer, c'est remplacer les déplacements qu'on fait en voiture par des déplacements qu'on fait à pied. Ramener les courses à pied avec un caddie, de les mettre dans le coffre de la voiture. Voilà. Moi, ça, c'est quelque chose. Alors, moi, typiquement, tu sais que j'ai un mode de vie Mm, particulier parce que j'habite dans un camping-car 6 mois de l'année. Et enfin, les 6 autres mois, je suis toujours dans mon camping-car, mais je suis sur un terrain en Corrèze. Donc là, je bouge un peu plus. Donc, moi, marcher pour aller au boulot, ça représente à peu près 2 pas et mm, demi. À peu près.
Mais il y a toujours des possibilités d'intégrer du mouvement. Moi, je sais que je fais des mouvements de bras en attendant que mon café coule le matin, quoi. Quand je vais faire les courses, même quand je suis dans mon camping-car, quand je vais faire les courses, je fais des mouvements de bras avec les sacs en les ramenant dans le camping-car. Parce que il y a toujours, moi, je sais que c'est les bras qui sont foireux parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas. Mais mes jambes, je marche dessus, mais mes bras, je les Mm. utilise pas. Et il y a toujours un moyen, une occasion, ne serait-ce que dans la journée, en étant à son bureau, de se lever, de faire 2 étirements et de bouger. Et il y avait une étude qui disait qu'en fait, il valait mieux faire, je crois que c'était 5 ou 7 minutes de sport par Mm. jour qu'une heure par semaine, quoi. Parce que ce qui est important, c'est la régularité et c'est le fait d'interrompre des longues périodes d'inactivité par un mouvement. On parle même pas d'activité physique, on parle de Ouais. mouvement. Alors, tu sais que les 7 minutes par jour, j'ai commencé par ça, par les 7 minutes par jour à une époque. Et j'ai Avec le commencé, hit. euh, avant de commencer le HIIT et le fitboxing, tu vois, j'ai commencé par 7 minutes par jour. Et je peux te dire que la première séance, j'ai cru que j'allais mourir. Littéralement. Oui, moi aussi. J'ai dit, mais c'est pas possible, monter sur cette chaise et tout. Et je vois que ça fait que 3 minutes. Je dis, oh, punaise, attends, c'est pas possible, quoi. Et j'étais en vacances, je me rappelle, je me revois encore, tu sais, me dire, oh, mais c'est pas possible ce truc-là, mais je vais mourir, quoi. Donc, déjà, c'est une réalité. Et l'autre réalité, il y a des travaux qui ont été faits par une chercheuse française qui, euh, qui sont assez intéressants, notamment sur cette fragmentation. Et que moi j'utilise, et tu sais, dans les méthodes de productivité, parce qu'on est un peu geek, un truc, tu sais, moi je travaille beaucoup en Pomodoro. Et en fait, j'ai découvert un jour que cette chercheuse avait fragmenté l'activité en disant que ce qu'il fallait faire, c'était éviter de rester plus de 20 minutes assis sur une chaise et que tu te levais et elle recommandait de faire genre un squat ou deux, tu vois, de te Ah, mais lever de comment je ta fais du chaise. deep work pendant 2 heures si je dois me lever toutes les 20 minutes? Ça va pas du tout cette affaire. Bon, moi, je suis pas très deep work. Moi, mon cerveau n'est pas deep work. Il ne fait pas 20 minutes, il dépasse pas les 25 minutes de deep work. Mais par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est de dire, ben, les gens, quand ils font des trucs chez Art Pomodoro, ils travaillent 25 minutes et puis ils lèvent la tête, ils regardent leur mail, ils regardent je sais pas quoi, et puis ils se remettent, mais ils restent assis sur leur chaise. Et moi, en fait, le truc, alors maintenant, je vais plus loin, c'est que j'ai un bureau assis debout. Donc, tu vois, alors, maintenant, je travaille debout quasiment J'ai eu ça aussi très longtemps et j'adorais en presque à fait. 100%, J'adorais tu vois. changer de position. Ouais, changer de position tout le temps, c'était quelque chose de très Et agréable donc, en fait. ce qui fait, par exemple, un truc qui est très simple, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, mais même si c'est un bureau assis, bah, au bout de 25 minutes ou 30 minutes, tu peux juste te lever 3 fois de ta chaise sans t'aider de tes bras, tu vois. C'est un exercice qui paraît bête. Tu parlais de tes bras, mais si par exemple, si tu as comment ça s'appelle, des accoudoirs, D'accoudoir. tu t'en sers, tu mets les 2 mains sur les accoudoirs, tu peux très bien faire ce qu'on appelle des dips, c'est-à-dire te monter sur la Ouais. force des bras, te baisser. Tu en fais 5 à chaque fois que tu te lèves de ta chaise ou genre une fois toutes les heures. À la fin de ta journée, si tu fais le calcul, tu peux avoir fait 15-20 minutes de sport et Ouais. avec soulever du poids et tout, assez facilement, tu vois. J'ai fait une vidéo, mais ça fait rigoler les gens. Bah, un de mes plats préférés chez moi, enfin mes ingrédients préférés, c'est le beurre de cacahuète. Je Euh, sais. le beurre de cacahuète, chez moi, je l'avais placé, j'ai fait une vidéo, j'avais placé tout en haut du placard. Tu vois, mais vraiment tout en haut. Et j'avais dit, ça a un intérêt pour moi, c'est pas de le cacher en fait, c'est que ça m'oblige à lever les bras. Tu vois, lever les bras. Mais c'est ça. Mais oui, levez les bras. Mais oui, levez les bras. On lève pas les bras. Et je me suis rendu compte là, tu vois, j'ai passé 6 mois dans mon camion. Quand je suis en camion, j'utilise pas mon sèche-cheveux. C'est con, hein, mais voilà, j'ai pas d'électricité branchée sur le 220, donc j'évite le sèche-cheveux. C'est pour ça que j'ai les cheveux très courts d'ailleurs, hein, parce que comme ça, je peux juste un petit coup de serviette et c'est bon. Et en fait, on est revenu ici en Corrèze, donc il fait très froid. Et donc, hors de question de sortir avec la tête mouillée. Et ici, on a la chance d'être branché au courant, puisqu'on a fait installer l'électricité sur notre terrain. Donc, je dis à mon mari, je peux me sécher les cheveux? Il me dit, oui, oui, c'est bon, c'est branché. Je prends le sèche-cheveux. Et au bout de 5 minutes, Mm. et là, je me dis, non, c'est pas normal. J'ai pas encore 50 ans, j'ai pas mal au bras quand je me sèche les cheveux. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre en place des choses pour muscler dans ce sens-là Mm. les bras, Ouais. tu vois, régulièrement. Mais c'est pas, je suis pas sportive. Je déteste courir. Il va falloir que je m'y mette à un moment donné parce que j'ai décidé que pour mes 50 ans, j'allais me mettre à enfin, que à 50 ans, il faudrait que j'ai instauré
une vraie routine Mm. sportive parce que je sens que j'en ai besoin et que je sais que le muscle, c'est l'organe de la longévité, donc il faut que je récupère de la masse musculaire. Euh, mais sans être sportive, il y a plein d'occasions de faire des mouvements, quoi. Mm. Et t'as pas besoin de poids ou de boules machin ou d'élastique, quoi. Juste le mouvement de ton corps Ouais. déjà. Juste ça, Moi, quoi. je l'ai fait avec des bouteilles, tu vois, des bouteilles d'eau sont assez pratiques, porter les sacs, tu disais le mouvement des sacs, etc., mais porter une bouteille. Mais tu sais, pour revenir sur l'histoire des bras, je l'ai dit à quelqu'un que j'ai en coaching, je lui ai dit, compte-moi dans ta journée le nombre de fois où tu mets les bras au-dessus de la tête. Et il m'a dit zéro. Mais zéro. Jamais, Tu le fais jamais, jamais. Et ce qui est jamais. logique, c'est que quand tu travailles sur l'ergonomie, moi je me suis beaucoup intéressé à l'ergonomie. En ergonomie, dans des usines, dans des bureaux, on met les choses que tu utilises souvent à portée de main. Et c'est bien pour le Oui, confort. avec les épaules Ouais. relâchées et les bras, les coudes au niveau du truc, Ouais. quoi. C'est Voilà. Et là, t'es bien. Sauf que il n'y a rien qui bosse. exactement. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour Il n'y le a rien qui confort, bosse. en fait, on est dans un Mm. confort qui est de plus en plus élevé. Et on ne se rend pas compte à quel point on est totalement désadapté à plein de choses qu'on pouvait faire. Et quand tu commences à les faire, tu te dis, punaise, mais qu'est-ce que c'est galère. Mais le problème de ça, tu parlais de la longévité, de bien vieillir. Moi, tu sais, dans Kilomètre 42, il y a un truc, c'est qu'on veut devenir champion du monde de notre monde. Il y a aussi des vieillards galopants. Et pour devenir des vieillards galopants, il faut du muscle. Et le muscle, il est Faut aussi. vivre mieux. Le muscle, c'est clair. Le muscle, c'est vraiment l'organe de la longévité, quoi. Si tu vis pas vieux, si tu muscles pas, tu peux pas bien vieillir, Et quoi. puis même, tu sais, sur le métabolisme, sur la production des mitochondries, donc ton énergie globale, Tout à fait. 1 kilo de muscle, c'est. La baisse de la résistance à Voilà. l'insuline, tout ça, l'augmentation des réserves de glycogène pour avoir moins de glucose qui se balade dans ton sang. Enfin, c'est l'organe de la longévité. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, tu vois, mais j'avais vu le chiffre, la différence de mitochondries dans une cellule de gras et une cellule de muscle, mais c'est de 1 Ouais. à des milliers, tu vois, c'est le truc, il est énorme. Ce qui veut dire que quand tu as du muscle, tu crées de l'énergie, parce que les Mais oui, mitochondries, elles créent de l'énergie, l'ATP pour ton oui. sport et tout. Donc, on a besoin de ce muscle-là. Et il y a un exemple que je donne souvent, tu parlais du vieillissement. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu cette pub allemande avec un. Tu vois un papy qui s'entraîne dans une. Enfin, qui s'entraîne, qui est dans une grange qui porte du bois, qui le soulève et tout, qui fait plein d'exercices avec des trucs en bois, des scies, etc. Et tu as l'impression qu'il s'entraîne, qu'il fait du sport, mais tu sais, il a peut-être 80 ans. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait le papy? Et ça doit être pour un truc de. Je crois que c'est pour des supermarchés qui vendent plein de merde, c'est totalement ironique, hein, mais la pub est tellement bien faite. Et en fait, tu vois à un moment donné, c'est Noël, et il ouvre la porte, et il y a sa petite fille qui court dans l'allée et qui lui saute dans les bras, et il la soulève au-dessus de lui, au-dessus de sa Ah, tête. je l'ai vu, cette pub, tout Ouais. à fait, pour pouvoir soulever ses enfants. Oui, tout Mais à fait. qui ne rêve Tout pas à de fait. pouvoir vivre cette scène-là, je vais te dire. Tu vois? C'est clair, mais c'est Et clair. qui. Moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est à un moment donné, on veut mourir vieille et en bonne santé, Mm, quoi. Enfin, moi, c'est mon objectif de vie. C'est pas de seulement perdre mes 40 kilos et de me sentir bien aujourd'hui, c'est d'avoir la certitude, enfin la certitude non, parce que malheureusement, on n'est jamais sûr de rien, mais de mettre toutes les chances de mon côté pour vivre le plus vieux possible, mais surtout avoir une fin de vie la plus belle mm, possible, parce que, ouais, je veux... Alors, je suis pas sûre que j'aurai des petits-enfants, parce que ma fille, elle n'est pas franchement gamin, mais, mais je veux pouvoir continuer à voyager, à profiter de mes proches, à pas être un poids. Ça aussi, c'est un truc hyper important. Parce que on se rend pas compte, mais si on n'est déjà pas en forme à 40 ans, mm, ça va pas s'arranger à 50 et ça va surtout pas s'arranger à 60, quoi. mm, Et à 70, ben, on n'aura pas profité de notre retraite et on sera déjà malade, quoi. Donc ouais, clairement, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, ça c'est important. Et c'est pas parce qu'il faut mettre des choses en place qu'il faut tout faire bien tout de suite. Parce que souvent, moi, j'ai des clientes qui ont 60, 65 ans, qui n'ont jamais vraiment fait beaucoup de sport, qui ont perdu leur masse musculaire, qui sont en surpoids. C'est compliqué mm, de dire qu'il faut faire du sport à ces gens-là. Mais juste comprendre que c'est pas forcément du sport comme on l'entend, quoi. Juste le fait de bouger ses bras à la machine à café le matin, c'est déjà ça. Et ça prend 2 minutes pendant que le café il coule, quoi. Moi, pendant que ma cafetière elle chauffe, je fais bouger mes bras, quoi. Et je fais que ça dans la journée, mais je le fais au moins ça, mm. tu vois. Mais, Et comprendre que le mouvement, il a pas besoin de devenir champion du monde, mais champion de son monde, c'est déjà bien mm. assez. Mais tu sais, j'ai été assez marqué. Il y a eu une expérience qui a été faite l'an dernier dans une maison de retraite. Ils ont proposé aux personnes âgées de monter à la Tour Eiffel, premier étage ou deuxième étage, à pied.
Tu vois, un truc. C'est un coach de sport qui leur a proposé ça. Et en fait, c'est des dames qui ont 70, 80 ans, voire plus, je crois. Je sais plus quel âge elles avaient. Dont certaines qui ne marchaient quasiment plus, tu vois. Parce qu'en maison de retraite, c'est vrai que les occasions de marcher ne sont pas nombreuses. Et en plus, par facilité, on les met souvent dans des fauteuils. Et, euh, et en fait, il leur a fait faire des trucs qui sont assez bateaux, qui paraissent assez bateaux, c'est de monter des escaliers. Juste monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Et ben, en quelques mois, elles ont réussi à retrouver de la mobilité. Elles se sont renforcées, elles ont retrouvé de l'équilibre. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais on parlait des muscles, justement. Quand tu connais les statistiques de mortalité après une fracture de la hanche, et que tu sais que c'est une question, on parle beaucoup de fragilité osseuse, etc., mais c'est aussi une question d'équilibre, Le, la chute. le- Oui, mais le muscle, en plus, le muscle renforce Bien sûr. l'os. On sait aussi que Mm, l'os, il peut se reconstituer quand il y a du muscle et quand il y a de mm, l'effort physique qui est fait parce que justement, ça renforce l'os. Donc, c'est un tout. Et clairement, et moi, j'ai vu des personnes âgées vivre bien et sans avoir de problème de ce type-là, sans faire du sport. Mon arrière-grand-mère, elle est morte, elle avait 94 ans, elle faisait pas du mm. sport, mais elle descendait 3 fois par jour les 3 étages, Ouais. quoi. Et Eh ouais. ouais, tous les jours. Mais C'est aussi simple que ça. là, j'ai eu un invité dans mon podcast. Tout à l'heure, j'étais en train de monter l'épisode de mon podcast de l'épisode de demain, de sport nutrition. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de la musculation? Il me dit, mais la musculation, c'est un moyen c'est un moyen artificiel d'entretenir les muscles qui a été inventé parce que les moyens naturels, on les utilise plus. Et ma vision du sport que j'ai, si tu enlèves la partie compétition, tu vois, faire des matchs de foot, etc., c'est que on est obligé de faire du sport et d'inventer le sport sous quelque seul format. Je ne parle pas que compétitif, hein. Je dis, si tu vas courir 1 kilomètre, moi, pendant 2 ans et demi, je courais 1 kilomètre tous les jours, tu vois, donc 1 kilomètre 6. Mais c'est en fait c'est cet effet parce que nos ancêtres avaient un mode de vie Ils n'avaient pas besoin de faire actif. du Ils n'avaient sport. pas besoin, Mon arrière-grand-mère, elle était au champ toute la bien journée. sûr. Et moi, je le vois ici, quand on coupe l'herbe, quand elle est trop haute, je fais le foin comme j'ai vu mon arrière-grand-mère le faire, avec une fourche, avec un râteau. Je peux te dire, t'as pas besoin de faire du sport quand Mm. tu as passé ta journée à ramasser le foin avec une fourche, Bah quoi. oui. Et c'est un loisir, le sport. Mais c'est comme soulever du bois, tu vois. À l'époque, ils allaient couper le bois, ils soulevaient du bois. Il y avait Mais tout un tas oui, d'activités qui étaient comme ça. Et l'humain a toujours vécu de cette manière-là. Alors, bien sûr, il essaie de se faciliter la vie. Le problème, c'est qu'on est dans une telle facilitation de notre vie que maintenant, on doit trouver des moyens artificiels de produire ce dont on a besoin naturellement. Et moi, j'avais été marqué par l'épisode avec un cardiologue qui s'appelle François Carré, qui m'avait dit, mais tu sais, les enfants, si tu les fais courir ou marcher avant d'aller à l'école, ils apprennent les récitations 3 fois plus vite. 3 fois plus vite. Tous les matins, oxygénation. je vois les voitures qui amènent les parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants, mais ils les amènent en voiture Ouais. devant l'école, devant Devant, le devant, portail. devant. Pas au bout, devant. Devant le portail. Et tu te dis, à un moment donné, c'est que si tu avais cette donnée-là dans ton. Alors, bien sûr, tu as les histoires de rythme de vie, de dire, faut que je me dépêche d'aller au boulot, etc. Mais si on remettait les choses un peu dans une sorte d'ordre, un petit peu logique, on se dirait qu'en fait, ben, ça vaudrait le coup de. On est quand même fait pour marcher, Voilà, hein, quand même, à la base. on a besoin de cette Rien que oxygénation, ça, on a quoi. besoin de marcher, on Ouais. a besoin de dormir un certain volume d'heures, La lumière, la alors ça, c'est lumière. quelque chose que tu mets pas dans que tu mets pas dans ton acronyme. Mais moi, la lumière, voir la lumière du Mm, jour, c'est hyper important pour stabiliser son sommeil, pour recaler son rythme circadien, pour apporter, déclencher certains mm. processus au niveau du cerveau, au niveau des neurotransmetteurs, juste en ayant la lumière du Ouais. jour, quoi. Ça, c'est quelque chose que je dis aussi beaucoup à mes clientes, quoi. À la pause déjeuner, même si vous mangez votre gamelle dans la cantine du bureau, prenez, vous faites le tour du pâté de maison à la lumière du jour parce qu'on passe 10 heures sous des néons artificiels quand on bosse dans un bureau. C'est pas la lumière du jour, ça envoie pas la bonne signalisation à notre cerveau au travers de la rétine. La lumière, c'est hyper important. Moi, je suis sur Et du coup, sur le mouvement, tu sais. En fait, la marche, je la mets dans le mouvement. Et mon conseil, c'est de dire, vous marchez le matin, le plus tôt possible à la lumière du soleil, et la pause déjeuner. ouais, Parce que tu recales le rythme circadien. J'ai fait un épisode de podcast qui a fait un peu rigoler les gens. On dit, le meilleur moyen de dormir le soir, c'est de marcher le matin.
Et c'est pas une question de fatigue, c'est une question, comme tu disais, de calage du rythme circadien, de recaler tout Ouais, ça. Et en fait, on sait que 80% de notre corps dépend du rythme circadien, de l'horloge interne. À partir du moment où tu tout sais à fait. ça, c'est pas se mettre derrière une fenêtre et regarder le truc, parce que tu as 10 000 fois moins de lumière qui passe. C'est de se mettre le plus possible à la lumière. Et il faut pas longtemps. 10-20 minutes le matin, de Non, marcher 10-20 minutes, 10-20 minutes à ça la recale. lumière du lever du soleil. Et parce qu'en plus, la lumière du lever du soleil, elle est hyper importante parce qu'il y a des infrarouges dedans qui envoient une certaine signalétique à la rétine. Pareil, les lunettes de soleil, c'est quelque chose, moi j'explique, je dis toujours aux gens, mais enlevez vos lunettes de soleil. Enfin, quand Mm. tu es sur un voilier en pleine mer, en plein cagnard, avec la réverbération, je dis pas, mais mettre ses lunettes de soleil pour se balader dans la rue juste parce qu'il y a un peu trop de lumière, c'est se priver justement de toute cette signalétique. Et c'est, en fait, on fait l'inverse. On met des lunettes de soleil la journée et le soir, on est sur des écrans à lumière bleue, Mm. quoi. C'est tout l'inverse de ce dont le cerveau a besoin. Exactement. Et du coup, par rapport à ce que toi tu as mis en place ou à ce que tu fais mettre en place aux gens avec lesquels tu travailles, il y a une difficulté qui revient souvent. C'est quoi le truc le plus difficile auquel on se confronte quand on essaye de mettre en place justement cette hygiène de vie-là? Je crois il y a beaucoup les pensées limitantes. Pour ça que je rajoute beaucoup de choses. Moi, en plus, je suis certifié en préparation mentale. Je suis encore en train de me former en préparation mentale. Je parlais d'identité tout à l'heure, mais euh, je travaille ici je vais faire écrire des mantras sur mon téléphone. J'ai un mantra, tu vois. Chaque jour, je deviens champion du monde de mon monde. Mon corps et mon esprit sont des alliés, tu vois, des petites phrases comme ça, en fait. Euh, et je crois qu'en fait, beaucoup de personnes en fait, ont du mal à comprendre la place du sommeil. Vraiment, tu vois. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te disais, je pense qu'il y a un gros domino à faire tomber. C'est le fait que on est dans une société, c'est vrai, où il y a un moment où on a pris l'habitude. Moi, je sais pas toi comment tu as grandi, mais moi, j'ai grandi avec la télé. Et la télé, c'est un peu une sorte de doudou par moment. Des fois, t'as rien à regarder de spécial, mais tu as cette espèce de truc. Tu te dis, je vais regarder la télé à un moment. Quitte, des fois, je vais m'endormir devant en plus. Mais et je vois, tu vois, par exemple, le jour, j'ai vu une maman qui disait, euh, c'était au restaurant, tu vois, j'étais invité chez un truc au sport. Et la maman disait, bah, mes enfants sont chez les grands-parents. Mon mari va amener les enfants chez les grands-parents. Moi, vendredi soir, je me fais un plateau télé, je regarde la télé, je regarde mes séries. Tu vois, cette espèce de truc doudou. Alors, en soi, moi, j'ai rien contre ça. C'est juste que par certaines personnes, je me suis rendu compte que ça les pousse à décaler leur heure de sommeil tellement fort qu'elles sont en dette de sommeil permanente. Et la dette de Mm. sommeil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que hormonalement, ça te provoque des hormones de faim, ça te provoque des décalages de ton rythme circadien qui sont super importants. Ça empêche certains processus de reconstruction et de réparation qui sont primordiaux pour vieillir en bonne Et on santé. parle de la mémoire, tu parles de l'apprentissage, tu vas apprendre quelque chose de nouveau, un geste, c'est pendant la nuit qui se répète. Ta gestion des émotions, elle est gérée aussi par les rêves. Tu vois, enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont gérés comme ça. Et j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps avec une coachée, tu vois. On a travaillé sur la partie, je dis, pour moi, il faut que tu te couches plus tôt. Et alors, c'est hallucinant, c'est qu'elle s'est couchée un peu plus tôt. Elle sait qu'elle a besoin de sommeil. Tu vois, elle fait partie des gens qui ont besoin de sommeil, mais plus que 7 heures. Tu vois, elle est mieux à 8 heures et à 9 heures qu'à 7 heures. Et elle m'a dit, je me couche plus tôt. Et tout d'un coup, elle a vu, mais le matin, elle se lève, elle va au sport le matin, elle mange mieux, elle a plus d'énergie, elle se sent mieux, etc. Mais où elle a un problème, et ça, c'est un vrai problème, et c'est pas facile à résoudre, c'est son entourage. C'est-à-dire que Mm. elle a un homme qui est peut-être, lui, en décalage. Moi, je le connais pas, mais elle m'a dit, il y a un peu de décalage dans ces histoires-là. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une personne que j'avais qui faisait des efforts sur les repas, tu vois, par exemple, et qui avait à table le petit déjeuner pendant qu'elle essayait de manger quelque chose qui était plus équilibré. Quelqu'un qui allait sortir la brioche, le Nutella, et c'était pas ses enfants, tu vois. C'était plutôt un conjoint. Et c'est Alors difficile. ça, c'est un truc que je dis tout le temps dans mon programme et c'est fou parce que c'est la difficulté qui revient à chaque épisode du podcast. L'enfer, Mm. c'est les Ouais. autres. C'est terrible à quel point on peut subir. Alors, alors des fois, c'est pas fait méchamment. Des fois, c'est des gens qui s'inquiètent pour Mm. notre santé, mais t'es sûr, mais tu peux pas, mais tu te rends compte, machin, tout ça.
Donc c'est fait avec bienveillance. Et des fois, c'est fait avec pas forcément malveillance, mais un côté un peu je te nargue, t'as vu, toi tu fais attention, bah, moi je mange du Nutella. J'ai même eu une cliente qui était, elle, pour le coup, en obésité morbide, hein, qui avait des grosses difficultés, qui a entamé un changement d'alimentation et son mari, tous les dimanches matins, continuait à aller acheter des croissants et à lui proposer des croissants en lui disant: Oh, mais allez, t'es pas drôle, c'est dimanche, fais-toi plaisir, mange un croissant avec moi. Mm. Et c'est hyper dur. C'est d'une violence inouïe, en fait. C'est d'une violence inouïe. Mm. Mais je pense que c'est un problème qui est vraiment qui est super dur à régler en plus parce que moi des fois alors maintenant Bah, sauf à vivre en ermite, ouais ça fera vivre en ermite tu vois mais sinon c'est compliqué. moi je sais qu'avec les parents on a un truc à gérer c'est le goûter des enfants tu vois parce que quand tu as des enfants qui rentrent de l'école et moi je vois le premier quand ma fille alors nous on fait des gâteaux maison tu vois et ça c'est un truc qui est important je pense aussi de dire c'est de retourner sur enfin, faire ses repas savoir ce qu'on met dans l'assiette etc. Moi je parle beaucoup des travaux d'Anthony Fardet parce que manger vrai et c'est un truc L'effet quand tu matrice. sais ce que tu manges, l'effet L'effet matrice, matrice. c'est déjà important. Et puis savoir ce que tu mets dans ton assiette, modifier les quantités de sucre, parce que tu vois, moi je suis pas anti-sucre, je suis anti rien en fait. Je mange de tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que dans mon gâteau yaourt, j'ai divisé par 8 la quantité de sucre et de gras en le faisant moi-même. Et Mm. par rapport à un gâteau du commerce, il n'y a rien à voir, tu vois. Il n'y a rien à voir. Et en fait, on peut changer, on peut avoir plein de changements et tout. Tu vois, moi, j'ai des coachings où des fois, je commence à proposer d'avoir une personne et puis le conjoint, mais en séparé, tu vois, et ils ont des logiques un petit peu différentes, ils ont des approches un peu différentes. Et puis, il y a trop de choses qui se jouent. Et moi, je suis pas psy, tu vois. Et à un moment donné, je me dis, Ah, c'est ça. Moi aussi, c'est compliqué, la clairement. personne est un Il y a changement. Et son ouais, mari, des fois, il peut ouais. avoir peur d'être abandonné, d'en dire, ah, mais si tu maigris, tu perds du poids, tu vas aller ailleurs. Donc, Ouais, inconsciemment, lui, il a son peur d'abandon qui peut ouais. intervenir. Oui, ou moi, ce que je vois souvent, alors, au-delà des histoires entre Mm, conjoints, mais par rapport à l'entourage global, la famille, les amis proches, etc., c'est aussi parfois un truc un peu inconscient qui se joue, c'est-à-dire que les gens qui décident de mettre en place un changement, donc que ce soit d'alimentation ou d'hygiène de vie au global, confrontent les autres à leur incapacité à le mm, faire. Et du coup, il y a cette petite jalousie inconsciente de dire ah, elle fait un truc, moi je suis pas capable, ou mais pourquoi elle fait ça et moi j'y arrive pas, ou des choses comme ça, qui font que les gens vont avoir cette tendance à saboter les efforts parce que s'ils reconnaissaient la valeur de ces efforts et l'importance de le faire, ils se confronteraient à leur incapacité à le faire. mm, Et, euh, et clairement, moi, dans mon programme, j'ai carrément des leçons sur les stratégies d'évitement et la gestion des autres. Parce mm. que oui, clairement, l'enfer, c'est les autres, Ouais. quoi. On peut être hyper motivé, hyper décidé, hyper discipliné. On va forcément se confronter à un moment au regard de l'autre, soit son conjoint. Alors ça, moi, j'ai de la chance parce que mon conjoint, il me suit. Mais ne serait-ce que l'environnement plus ou moins proche, même les collègues de travail, Ouais. hein, c'est rude, quoi. Rien que ça, déjà, c'est rude, quoi. Et mais allez, fais-toi plaisir. Tu peux bien manger un morceau de gâteau. C'est l'anniversaire de Trucmuche. Voilà, quoi. C'est Et compliqué. puis la société en rajoute une couche. C'est-à-dire que l'environnement de la société en rajoute une couche. Tu vois, j'ai fait un réel hier sur la bigorexie, mais à un moment donné, quelqu'un qui fait du sport, quand il commence à faire un peu de sport par jour, on va dire, t'es sûr que tu fais pas trop de sport? Et, euh, et j'ai vu des reportages sur M6, sur France 2, sur le fait que des jeunes vont à la salle de sport 5 fois par semaine. Mais est-ce qu'ils sont pas bigorexiques? Mon Dieu, mais est-ce qu'ils sont pas bigorexiques? Alors déjà, ce qui ne définissent pas la bigorexie, ça c'est un problème. Et puis en plus, on vient sur des comportements sains, on vient mettre une peur qui est peut-être protectrice ou je ne sais pas quoi, mais comme tu disais aussi, c'est très juste. Et à un moment donné, on va te dire, mais attends, tu manges qu'une salle. Attends, déjà, tu vois, il y a le coût du restaurant. Déjà, tu vois, tu vas manger au restaurant avec tes collègues, mais t'as assez mangé là, t'es sûr que ça va te tenir là, ta salade avec ta viande et tout. Tu crois pas que tu devrais manger des frites en plus, prends un dessert et tout. Je l'ai déjà entendu ce truc-là, tu vois. Dire, Mm. t'as perdu beaucoup de poids quand même. T'es sûr que ça va? Attends, Mm. oui, je suis mieux, Oui, ou ça. alors quand on te dit, ah, faut pas que tu perdes plus, hein, parce qu'après ça va être trop, Ouais. hein. Mais je t'emmerde en fait, je fais bien ce que je veux avec mon corps. Et le truc qu'on a eu, tu vois, c'est il y a des gens, et ces gens, des fois, s'appellent des médecins. Et j'ai eu un témoignage ou deux, moi je l'ai vécu. Mon médecin, un jour, m'avait dit, attention, courir un marathon, c'est peut-être beaucoup quand même, hein. Je dis,
oui, mais si, moi, je trouve que c'est bien. Et tu vois, quelques temps après, quand même, elle a échangé, elle m'a dit, ça se voit que vous courez, votre rythme cardiaque est beaucoup plus bas, vous êtes mieux sur le plan du poids, elle l'avait vu. Elle a vu que je n'étais pas blessé, tu vois, etc., que je la voyais qu'une fois dans l'année pour faire mon certificat médical. Et donc, elle avait compris le truc. Mais j'ai eu des témoignages de gens, de médecins qui ont dit, non mais attention, si vous courez, vous allez vous faire mal, si vous faites du sport, vous allez vous faire mal, etc. Alors que c'est justement de ne pas utiliser son corps qui amène à la douleur, qui amène à ne pas être bien, tu vois, on a fait un reportage un épisode sur le microbiote, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui, à force d'avoir certaines formes d'alimentation, n'arrivent plus à digérer certains types d'aliments. Soit, mais à un moment donné, leur corps a été fait pour manger certaines choses, et c'est que en ne le faisant plus, bah, ils ont du mal à le manger. Soit tu continues à leur dire, bah, continuez comme ça, soit qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer? Tu vois, moi, je suis dans un équilibre, en Mm, fait. Et pourquoi Sam, c'est tout à intéressant fait. pour moi, c'est que c'est un trépied. Un trépied, t'enlèves un pied, il se casse la gueule, en fait. Tu vois, il y a un Ah, moment, le tabouret, il a besoin de ses trois il a pieds, besoin de c'est 3 pieds. clair. C'est pas un tabouret à quatre Ouais. pieds, c'est pas une chaise à 4 pieds, tu vois, c'est un tabouret. Mm, mm. Si tu enlèves un élément, il va se casser la gueule. Mais par contre, si tu mets trop de force sur un élément, il va aussi se casser la gueule. C'est-à-dire Ouais, que tu tout à dors fait. trop, c'est problématique pour la santé. Tu bouffes trop de sport, c'est problématique. Tu te prives trop d'alimentation ou tu es trop à faire un cheval sur certains trucs d'alimentation, à te priver de priver. Il y a un moment donné, tu peux payer dans l'autre sens et donc tu vas être dans un Ouais, tout à déséquilibre. fait. Et c'est ça en fait qui est Tout à fait. difficile à Après, moi, comprendre. j'essaye souvent d'expliquer que c'est une question d'esprit, en fait, plus que Mm, d'action. Je le vois beaucoup au niveau de la pratique du jeûne. mm, Euh, Moi, je pratique le jeûne. 24 heures, 36 heures, une fois par semaine. J'ai jamais fait de jeûne long mm, parce que ça m'attire pas. Euh, mais j'ai une approche du jeûne qui est, j'intègre le jeûne comme un élément d'hygiène à mon mode de vie parce que je sais que ça contribue à l'autophagie, ça contribue à réguler des mm, problématiques métaboliques que j'ai. Je me sens super bien généralement quand je jeûne, j'ai une meilleure clarté mentale, etc. Et en fait, il y a des gens qui vont jeûner autant que moi, pas forcément plus, mm, mais qui vont le faire en mode, oh là là, j'ai trop mangé hier, je mm. jeûne. Ouais. Et c'est pas la durée du jeûne qui pose problème, c'est pas la fréquence du jeûne qui pose problème, c'est l'esprit que tu mets dans ton Mm, jeûne. Si tu vis le jeûne comme un truc punitif, comme un truc restrictif, tu entretiens une relation déséquilibrée à l'alimentation et tu te retrouves avec cette truc de faire des excès alimentaires au prétexte que tu vas jeûner derrière, etc., etc. Et c'est un peu pareil partout. Tu parlais de la bigorexie. Il y a une différence entre les gens qui font du sport 5 fois par semaine pour se sentir bien dans leur corps et les gens qui ont l'impression qu'ils ont besoin de faire du sport 5 fois par semaine parce que sinon ils psychotent. Ça n'a rien à voir. Et c'est là que ça se passe. C'est pas la fréquence du sport, c'est pas la fréquence du jeûne, c'est pas la restriction alimentaire, c'est pas, c'est juste l'esprit dans lequel tu le fais en fait, mm, la démarche positive dans laquelle tu t'installes. Et clairement, faire du sport, c'est une démarche positive. Si à un moment donné, tu le fais pour pouvoir t'autoriser de manger n'importe quoi, pour te prouver des choses à toi-même parce que tu as une estime de toi, aura des pâquerettes, etc. Ouais, bah c'est là que tu vas te blesser, hein. C'est là que tu vas faire des conneries parce que tu vas pousser trop fort, justement. Donc, c'est beaucoup plus dans l'esprit, je trouve, que dans la fréquence ou dans les démarches que tu mets en place, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, ça rentre dans des troubles de comportement. La- En fait, la bigorexie, les gens l'attribuent sur fais beaucoup de sport. Mais pourquoi tu fais beaucoup de sport en Non. fait? C'est comment le sport est un outil pour atteindre quelque chose. Et en fait, c'est sur un contrôle du corps. C'est un perfectionnisme, c'est un contrôle du corps. Et ce contrôle du corps, tu le retrouves sur de C'est comme l'anorexie, tu le retrouves l'anorexie. sur d'autres trucs. Voilà, c'est comme l'anorexie ou l'orthorexie. Mm, Moi, je sais que j'ai une alimentation très particulière qui correspond à mon métabolisme. Ça fait 18 ans que je la pratique et que je l'adapte en fonction de mes variations hormonales, de mes variations de vie, des saisons, etc. Mais j'ai mon alimentation. Je n'en sors pas parce que je suis tellement intimement convaincue. Et en même temps, heureusement que je suis intimement convaincue, sinon je ne pourrais pas aider mes clients. Mais je suis tellement intimement convaincue que cette alimentation est bonne que je n'en dévie jamais. C'est ma façon mm, d'être, je suis comme ça. J'en suis arrivée à considérer certains aliments comme mauvais pour moi. Je sais qu'ils sont mauvais pour moi, je ne les mangerai pas.
Et il y a des gens qui pensent que c'est de l'orthorexie. Ça n'a rien à voir avec un contrôle de mon corps ou la peur de grossir ou cette espèce de trouble hyper lourd qui va avec une très mauvaise estime de soi, le besoin de contrôler les entrées-sorties, etc., qui vont avec ces troubles du comportement alimentaire. Je ne suis pas orthorexique, je suis juste Mm. disciplinée. Et en fait, euh, beaucoup de gens confondent les faits avec l'esprit. Les gens qui mangent bien et font attention à l'alimentation ne sont pas tous orthorexiques. Les orthorexiques font très attention à leur alimentation, mais parce qu'ils ont un problème psy là derrière, quoi. Et la bigorexie, c'est pareil, et l'anorexie, enfin voilà, il y a ce sont des troubles qui sont associés effectivement à des grosses problématiques psy, à des grosses problématiques d'estime de soi, à la relation aux autres, à la relation à son corps, à la relation à la nourriture. Ça ne se juge pas sur un comportement, mais sur l'esprit qu'on y met, en fait. Mm. Non, mais c'est clair. Et puis, tu vois, moi, je vois beaucoup parce que dans le sport, on a des cas, c'est des gens qui sont très très mal avec le sport. Tu sais, il y a des fractures de fatigue, il y a Ouais. le REDES qui est de l'épuisement, de l'aménorrhée, enfin tout un tas de choses comme ça, de comportements. On se rend compte qu'en fait, c'est souvent lié en fait à une crainte, tu vois, de ne pas être compétitif. Souvent, tu vois, de dire, il faut que j'en fasse toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y a la notion de assez. Tu vois, ça fait quelques temps que je milite pour la notion de satiété, que les gens redécouvrent leur satiété. C'est un truc, je dis, manger Ça, c'est doucement, compliqué. pleine conscience. Je me bats, mais je me bats Ouais, avec ma c'est mère, tu compliqué. vois. C'est un truc de dingue. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps en disant, mais à un moment donné, la génération précédente, mais je la comprends, la génération précédente, a été élevée dans le truc qu'il faut manger parce que leurs parents étaient privés. Mon grand-père, il cachait du sucre pendant la guerre, etc. Tu vois, et mes grands-parents ont migré, ils ont manqué beaucoup d'argent et tout, beaucoup de quoi manger. Ils ont été élevés ensuite, la génération suivante, sur le fait que Termine ton assiette. termine ton assiette, ne gâche pas ça. Et je parle même pas de. Tu sais que tu as des enfants en Afrique qui mangent pas à leur faim, alors toi, tu vas finir ton assiette. Comme si les deux étaient reliés. Mais ça, c'est un truc, comment dire, c'est un truc éducatif qui était lié en fait à l'environnement. Moi, je crois beaucoup à la notion d'environnement en fait. Tu peux pas trop changer les personnes comme ça, mais tu peux essayer d'avoir un environnement. Tu vois, on parlait tout à l'heure des conjoints et tout, des conjoints, conjointes, etc. L'environnement, il joue, tu vois, il a un impact qui est très important. Mais il y a eu des explications là-dessus. Mais maintenant, en fait, je crois que le assez, tu vois, la satiété, c'est de savoir est-ce que j'ai assez mangé, à quel moment je vais m'arrêter. Et je crois que dans le sport, il y a aussi, tu sais, ces notions pareilles, dans le mouvement, dans le travail, Est-ce que dans j'ai tout. assez Est-ce que bougé? Est-ce que j'ai, j'ai... Voilà, oui, est-ce c'est... que je fais assez d'efforts pour avoir mon mode de vie que je veux, tu vois, et on pourrait parler d'entrepreneuriat, Mm. mais tu as un mode de vie d'entrepreneur avec ton temps de travail et tout, qui fait rêver énormément de gens, tu vois, en disant, attends, je travaille comme ça et tout. Et il y en a plein de gens qui sont là, mais est-ce que j'en fais assez par rapport à ce que mon entreprise va gagner, etc. Est-ce que je gagne assez d'argent? J'ai des gens, quand ils m'expliquent ce qu'ils font et tout, qui font ces choix-là, tu vois, et tout. Moi, je vois beaucoup les entrepreneurs, et je me dis, en fait, c'est toujours un problème de psychologie de dire c'est quoi l'insécurité que tu as. Quelqu'un qui va travailler beaucoup, beaucoup pour gagner toujours plus d'argent, et en fait, il a peut-être une ambition, mais tu vois, il a une insécurité en se disant, mais je peux tout perdre, je vais tout manquer, il faut que j'accumule, j'accumule. Comme on peut avoir le même comportement sur l'alimentation. Et comme moi, j'ai des gens qui en entraînement disent, et je l'ai vécu l'an dernier, dire, oh, je serai jamais prêt si je vais pas m'entraîner plus, m'entraîner. Et en fait, c'est cette satiété globale, tu vois. Je sais pas comment on pourrait l'appeler ça, tu vois. C'est une satiété alimentaire, Ouais. satiété des biens que tu as, et le minimalisme, tu vois, on Bah, pourrait moi, en parler. voilà, moi, j'ai envie de parler de minimalisme, entreprendre. Enfin, en fait, moi, je suis une entrepreneuse Mm. minimaliste. Je travaille 3 jours par semaine pour me dégager un revenu confortable parce que j'ai donné pendant 25 ans dans l'entrepreneuriat et le salariat au niveau dirigeant à bosser des heures incroyables, etc. Et qu'un jour, j'ai dit justement, je sors de la roue du hamster, j'en peux plus de courir, je vais devenir un escargot. Donc, mon nouvel animal totem, c'est un Mm. escargot. Ma maison sur mon dos et pas trop vite. Mais clairement, je me rends compte depuis que j'ai fait ce mouvement-là, puisque moi, il y a 5 ans, j'ai fait un grand mouvement en arrière en termes d'entrepreneuriat, en termes de mode de vie, parce que quand tu vis dans un camping-car de 7 mètres de long, tu stockes beaucoup moins de Mm. conneries aussi. Tu as aussi beaucoup moins de besoins en termes financiers. Tu te rends compte qu'il y a des dépenses que tu fais qui sont totalement
inutile, Mm. voire impossible. Quand tu vis en camion, tu dépenses beaucoup moins d'argent. Et en fait, je pense que alors, je ne sais pas si c'est un reliquat des années 80, soit des années 70-80, quand il fallait réussir sa vie, tu Mm. sais, les écoles de commerce, les entrepreneurs à succès, Bernard Tapie, tu vois, ouah, et machin, tout ça. Il y a eu un moment, j'ai l'impression, où il a fallu faire toujours plus de sport, gagner toujours plus d'argent, être toujours plus compétitif, être toujours un meilleur parent, avoir des enfants qui fassent toujours plus d'activités. Euh, Waouh, cool, hein. Nos ancêtres, ils travaillaient pour avoir ce dont ils avaient Mm. besoin. Mais Alors, ils c'est- travaillaient beaucoup pour avoir ce dont ils avaient besoin, parce qu'à l'époque, il fallait travailler beaucoup pour avoir suffisamment de vaches, pour avoir suffisamment de lait, pour avoir suffisamment de viande, pour avoir suffisamment de légumes. Ça représentait un travail monstrueux, mais ils ne cherchaient pas à croître en permanence. Et je pense que on est dans un truc où la croissance permanente, dans tous les domaines, elle fausse énormément le mode de vie, alors qu'en fait, l'idée, bah, c'est le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, Mais ça va arriver aussi sur la vie, sur l'allongement de la vie, parce que quand tu vois ce qui se passe dans la Silicon Valley sur l'allongement de la vie, sur l'immortalité, sur le gars qui prend des 100 pilules par jour pour rajeunir, on est aussi sur ce toujours plus de dire je ne veux pas vieillir, je veux pouvoir vivre 120 ans, 130 ans, 140 ans, 150 ans et tout. Et moi, je me dis, je ne sais pas à quel âge je vais mourir, tu vois. Il y a un truc qui est sûr, c'est que on vit dans un pays où l'âge de la retraite a été allongé, 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 et que l'âge de la retraite à quel il était placé est placé à un âge qui est supérieur à l'âge moyen de gens qui partent, qui sont qui en vivent en bonne bonne santé. santé sans avoir de problèmes médicaux, et que Mhm. c'est profondément injuste. Et ça, tu vois, c'est un truc au fond de moi qui est assez fort, c'est que je trouve que c'est trop profondément injuste parce que les classes les plus basses, les plus défavorisées, vont partir à la retraite en étant en mauvaise santé. Et c'est profondément injuste parce que un- pour moi, on a rompu le truc de ne fais pas de mal aux autres, tu vois. Il y a un truc qui cloche en fait dans ce truc-là, qui n'est pas logique. Ah ouais, Moi, j'ai cru à l'informatique. Je suis un feignant par défaut, tu vois. Donc, moins j'en fais, mieux c'est. Et l'informatique correspondait à ça. J'adore quand mon chat ouais. GPT fait mon Ah bah truc. l'informatique, c'est faire travailler l'ordinateur à Là, sa place, hein. C'est aussi con que ça, hier, hein. dans mes prises de notes, j'étais en train de chercher un petit truc pour que ça me génère. Ça m'a généré 500 notes à partir de mon flux RSS du podcast. J'ai dit, oh, punaise, je viens de gagner des heures et des heures, tu vois. Et ça, pour moi, c'est la logique. Je dis, cette heure-là, je vais la récupérer. Je Mais peux ouais, faire du sport, je peux aller marcher, je peux aller rouler en vélo, je peux préparer des trucs et tout, tu vois. Et dans la vie, dans le mode de vie, on sait quand même que l'évolution de la société, mais de l'humain qui reviendra très bien, il faut lire Sapiens. Je pense que on voit quand même qu'il y a eu un truc quand on est passé à l'ère de l'agriculture. En fait, on est passé d'un moment où on se nourrissait de la nature, on était en symbiose avec la nature, à un moment donné où on est devenu dépendant de certaines formes de production, de ce qu'on produisait. ouais. Les gens sont mis à manger toujours les mêmes aliments, alors qu'avant on mangeait de tout, très varié. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont changées. Et maintenant, en fait, on est dans ce monde-là où, bah, en fait, on est totalement dépendant de tout un tas de trucs autour de nous, de plein, 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 plein de choses, etc. Et Moi, je parle souvent de la décorrélation du besoin et de l'outil qu'on Mm, utilise. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu travailles pour avoir un salaire qui te permet d'aller dans un supermarché, acheter des mm. produits qui ont été mis en rayon par quelqu'un, qui ont été transportés dans un camion, fabriqués dans une usine. Je ne sais pas si tu mets le nombre de gens qui interviennent dans la chaîne, mais entre ce que tu manges et la personne qui l'a produite, il y a Ah, mais c'est énorme. un univers, quoi. Alors qu'avant, les gens mangeaient ce qu'ils produisaient dans leur jardin et ce qu'ils n'arrivaient pas à produire, ils allaient l'acheter au producteur qui, lui, avait planté le truc dans son jardin à lui, quoi. Tu vois, et tu disais, j'aime beaucoup ça. J'avais vu un truc où tu disais, pour mieux manger, la bonne solution, déjà, c'est de plus aller au supermarché, mais d'aller au marché. Bah, Mais tu raccourcis, le circuit mm. court, c'est l'idéal en fait, parce que c'est ça. Et puis tu raccourcis, c'est un raccourcissement du circuit économique. Je veux dire, l'argent, il va de la personne qui consomme à la personne qui produit. On ne se rend pas compte de la masse de gens qu'on finance, de la masse d'intermédiaires qu'on finance en allant acheter un paquet de biscuits en haut d'une étagère, quoi. Mm. C'est hallucinant. C'est Mais je hallucinant. sais plus qui me l'a dit, je sais plus qui m'a dit ça, que le blé était l'aliment qui changeait le plus de fois de propriétaire dans sa vie. C'est-à-dire que il y a en fait, les gens ne se rendent pas compte que
c'est peut-être d'ailleurs dans l'épisode que je suis en train de monter, c'est pas impossible que ce soit dans l'épisode qui sorte, que, en fait, entre les gens qui produisent le blé, les intermédiaires, les silos de stockage, les Les gens qui bateaux, produisent les graines, ouais, parce qui que produisent les d'abord on graines. produit les graines, après on produit le blé. Et donc, la transformation Attention. globale du blé, déjà, le blé a beaucoup plus de chromosomes qu'il y en avait à l'origine. Il a été transformé. Il y a des intermédiaires en pagaille dans le blé et puis dans une économie de la transformation qui est énorme. C'est-à-dire que entre le grain de blé qui pousse et le gâteau que tu achètes, il y a eu tellement d'intermédiaires que c'est très super, c'est vraiment compliqué à tracer et tout. Et Ouais. moi, tu vois, au marché, je vais acheter du pain chez un boulanger où le gars, en fait, il fait du pain de petit épeautre avec des anciennes variétés de tradition et tout, qu'il achète à un gars qui fait la production locale, tu vois, une minoterie locale, etc. Donc déjà, on a réduit beaucoup la chaîne, tu vois. Et, le mec, en plus, qui le fait, il travaille que 3 jours, tu vois. Il a son mode de vie, il travaille dans son fournil, il a son mode, etc. Et, euh, et je me dis, bah déjà, en fait, je sais qui a fait le pain, je sais ce qu'il a mis dedans, et Mm, lui-même sait qui a fait pousser le pain, la farine, mm. et Ouais. que ça n'a pas voyagé, que tu vois, il n'y a pas des transformations, on va pas me dire que c'est du blé nourri à je sais pas quoi, tu vois. Enfin, le blé, c'est difficile de le nourrir au Oui, et puis soja, mais au-delà de ça, la transformation, enfin, il faut voir parce que d'abord, il ramasse les grains. Après, c'est une Mm, certaine boîte qui les fait sécher. Il y a une autre boîte qui reçoit les grains séchés, qui les sépare de leur enveloppe. Il y en a une autre encore qui. Donc, c'est encore transporté mm, ailleurs pour transformer en farine. Et puis, la farine, elle est transportée, elle est conditionnée dans différents conditionnements. Les conditionnements, après, ils sont encore livrés chez les fabricants. Enfin, en termes de transporteurs, d'emballeurs, mm, de fabricants, etc. Mais c'est monstrueux, et pas que le blé, en fait, un peu tout. Et, euh, et clairement, on a décorrélé le travail, donc le besoin de travailler, de la valeur qui t'apporte derrière, parce qu'aujourd'hui, tu travailles pour gagner de l'argent, pour payer des gens, qui payent des gens, qui payent des gens, qui payent des gens, qui au final te fournissent ta bouffe, quoi. Et je pense que c'est un phénomène de société qui est pas prêt de s'arrêter, mm, malheureusement, malgré le fait qu'il y ait quand même de plus en plus de gens qui sont dans cette idée de décroissance quand même. mm. De décroissance, de circuits courts, de manger local. C'est vrai, il y en a, mais malheureusement, à l'ère de l'humanité, on est plutôt dans quelque chose qui accélère. Juste, on va terminer. Si demain, quelqu'un, suite à cet épisode, dit, ouais, ok, moi aussi, je veux un parcours de santé de ouf, je veux devenir le champion du monde de mon monde. Euh, c'est quoi le premier conseil que tu lui donnes? Le premier truc à changer là, maintenant, tout de suite. Respire. Seul. D'accord. Respire. Non, mais Pourquoi? non, parce que en fait, je mesurais l'impact du stress. Et parce qu'on n'en a pas parlé, mais le stress, c'est pareil. C'est un impact sur le sommeil, c'est un impact sur ton alimentation, c'est un impact sur ta masse grasse, qui a lui-même un impact sur le stress. Donc, c'est un espèce de boucle qui est énorme. Euh, L'entraînement, il faut savoir que le sport, le mouvement, c'est du stress sur le corps, mais c'est du bon stress qui permet de progresser. Et puis, tu as le distress, le mauvais stress, qui lui va par contre te mettre en situation d'hyper-vigilance, d'alerte, et ton corps ne fonctionne pas bien. Euh, il est assez incroyable de constater quand même à quel point on ne respire pas. Et moi, j'ai eu l'expérience il y a quelques années, après mon marathon de Paris, il y a 5 ans, tu vois, c'était en 2019, donc il y a pile 5 ans. Je vais voir un naturopathe, il me fait un test qui s'appelle le test de Buteyko sur la respiration. Il me regarde, il me dit, vous avez un très très mauvais score. Je dis, quoi? Je dis, je viens de courir un marathon. Je cours 70 bornes, 80 bornes par semaine. Je viens de faire un marathon. Je me sens en pleine forme et tout. Vous me dites que ma respiration est mauvaise. Il me dit, ouais, vous avez la respiration de quelqu'un qui est quand même beaucoup plus vieux. Et je dis, mais c'est quoi? Et en fait, c'est juste que je n'utilisais pas mon diaphragme complètement. J'ai une respiration haute, tu sais, et qui est peut-être même claviculaire. Superficiel. Peut-être même claviculaire, Ouais, c'est-à-dire sur le très très haut. carrément, ouais. Ce qui veut dire que ma capacité respiratoire est plus faible. Ça veut dire aussi que le diaphragme ne descend pas, donc ça ne masse pas les viscères, donc j'ai des problèmes pour aller aux toilettes. Ça veut dire aussi que la respiration de mes cellules d'oxygénation ne se fait pas, c'est-à-dire que la circulation ne se fait pas bien. Ça veut dire que mon stress ne peut pas baisser, parce que en fait, le lien avec le psoas ne se fait pas. J'ai eu des problèmes, tu vois, de hernie, de sciatique, et puis j'ai un kiné qui m'a dit, ouais, mais votre psoas, là, il a un problème. Bah, quand tu te dis le psoas,
On dit c'est quand même le muscle de l'âme et du stress. Donc, tu vois, il y a tout un tas de trucs qui sont reliés. Et, euh, et en fait, on parlait tout à l'heure du AC, tu vois, de dire faut faire un stop, etc. Et, euh, et en fait, je vais le mettre dans mes programmes maintenant. Le truc, c'est de dire respire 5 minutes. Et tu vois, moi, j'essaie de le faire. Et je me suis rendu compte, parce que j'ai fait un épisode là cette semaine, où j'ai pris 10 kilos, tu vois, parce que j'ai refait tout mon schéma arrière de tout ce qui s'est passé, de comment je suis passé de normal à une masse grasse qui était tellement faible que j'étais en mauvaise santé. Alors que pour moi, j'étais content d'avoir faible. Tu vois, je suis passé à 6% de masse grasse, de 20 à 6% en 2 mois. N'importe qui se serait dit, oh putain, attends, il va pas là. Et en fait, moi, j'étais content parce que je dis, ouais, je vois mes abdos, etc. Et donc, j'ai refait tout le film, tout. Et je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que je faisais à l'époque qui étaient, c'était même pas de la cohérence cardiaque. C'était le matin, j'étais sur un tapis, je respirais. Tu vois, j'allais au sommet de ma petite montagne en courant, comme toi, tu peux le faire dans les chemins en Corrèze ou je sais pas quoi. Tu te balades, tu t'assois sur un rocher, tu regardes, tu respires 5 minutes. Et tout d'un coup, tu as le temps de penser. Tu vas revenir sur une respiration qui est plus normale, plus classique, etc. Donc, tu vas baisser ton stress. Tu vas baisser aussi peut-être tes besoins, tu vois, de te dire, on se rend pas compte, des fois, on va manger un truc parce qu'on est dans le stress, alors que si on respirait 5 minutes, on baisserait le stress et on n'aurait pas besoin de le manger. Tout à fait. Tu Tout vois, à toute fait. cette notion-là. C'est un très très bon conseil. C'est vrai que c'est un très très bon conseil. Respire. Moi, je dis la même chose aux gens quand ils mangent, tu Mm, sais, pose. Alors, je leur parle pas de respiration, mais pour le coup, pose-toi pour manger en conscience, quoi. mm, Prépare ton assiette, regarde ce que tu mets dedans, réfléchis à comment tu vas le manger. Mais oui, clairement, respire, c'est un très bon conseil parce que prendre une respiration, c'est aussi le moment de décrocher un peu, de prendre un peu de recul avec la situation dans laquelle tu es. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait sourire parce que je travaille donc dans mon camping-car, hein, 6 mois de mm. l'année. Pas très loin de mon coworker favori, mon mari. Et des fois, on est en mode travail intense, tu vois, tous les deux. Mm, Et il s'arrête de travailler, il me dit, respire. mm. Parce qu'en fait, il sait que je suis sur quelque chose de compliqué et je retiens ma respiration. Ouais, t'es en apnée. Et il s'arrête, il Mm, me dit, respire. Et en fait, depuis, je suis hyper attentive à ça. Je me suis rendu compte qu'effectivement, dans les périodes où mon cerveau est très actif, je vais avoir tendance à retenir ma mm, respiration. Donc, je suis dans un stress. Et je me suis mise à pratiquer la cohérence cardiaque, mais très bête, hein. Je respire pendant 1 minute, des grandes inspirations, respirations. Et c'est extraordinaire comme effectivement tu arrives à rebaisser le niveau d'un coup. Donc, c'est un conseil qui me va très bien. mm. Merci beaucoup, Bertrand. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Non, bah écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir invité, pour la discussion et tout. Euh, Tu sais, ça m'encourage dans ce que je fais et ça calme un petit peu mon sentiment, mon syndrome de l'imposteur que j'ai parfois en me disant Ah, je connais bien est-ce que je celui-là. peux aller parler de ça, etc. et tout. Et Je le connais bien, j'ai celui-là. reçu plein de messages aussi ces derniers jours, tu vois, parce que, en disant bah merci, tu vois, j'étais au Salon du Running l'autre jour, il y a plein de gens qui préparaient leur marathon et qui me remerciaient, tu vois, pour les conseils, etc. Parce que des fois, on a l'impression, on se dit, mais est-ce que c'est le bon truc qu'on partage? Qu'est-ce qu'on raconte? Quelle est l'importance, etc. Et, euh, et donc, je voulais te remercier parce que moi, ça me permet aussi de revenir, tu vois, de me rappeler aussi pourquoi je le fais, pourquoi c'est important. Et, euh, et que tu vois, ça me tient à cœur parce que je me rends compte, des fois, je me dis, qu'est-ce qui serait passé s'il y a 10 ans, j'ai pas commencé la démarche, tu vois. Je me dis peut-être que je ferais 120, 130 kilos, peut-être que je serais sous respirateur la nuit, tu vois, je sais pas. Et, euh, et peut-être que ma fille, tu vois, il y a peut-être, dernier conseil, j'aime beaucoup un mec qui s'appelle Rich Roll, qui a un podcast qui est très connu aux États-Unis, qui était triathlète, et qui un jour s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas monter les escaliers de sa maison et aller voir sa petite fille, et il s'est dit, je serais pas à son mariage. Et ce truc-là, tu vois, on parlait de déclic. Mais chez moi, c'est un déclic de me dire, oh, je viens d'être papa, tu vois. Ma petite fille a 6 ans maintenant. Je me dis, mais combien de temps, tu vois, je vais pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible en bonne santé et sans être une charge, tu en parlais. Et, euh, et qu'est-ce que je dois faire pour que moi, je puisse m'occuper de moi le plus longtemps possible, tu vois. Et à partir de cette question-là, Je l'ai mis dans ma newsletter la semaine mm, dernière ou il y a 2 semaines où je disais, euh, la motivation, c'est très différent de la raison mm, pour laquelle tu le fais. La motivation, souvent les gens disent, ouais, moi j'ai besoin de perdre du poids, donc je suis motivée pour perdre du mm, poids, etc. Mais
Le pourquoi tu le fais, le truc profond, c'est le truc qui va te tenir longtemps. Moi, typiquement, mon pourquoi, c'est de vivre vieille et en bonne santé pour ne jamais être une charge pour mes Mm, proches. C'est quelque chose que je ne veux pas. Et je dis toujours, je fais attention à ma santé par amour, mm, pas par égoïsme, par amour, parce que justement, l'égoïsme, ce serait de dire, bon, je m'en fous de toute façon, et puis dans 20 ou 30 ans, me retrouver avec ma fille qui est obligée de me gérer parce que je ne peux pas me gérer toute seule, tu vois. Et oui, clairement, ce déclic-là, trouver le truc profond qui fait que, ouais, pourquoi on le fait, quoi? mm. Pourquoi on le fait? C'est vraiment important. Bah voilà. Tu vois, c'est une grande discussion avec ma fille Ben qui me voilà. dit, dans 40 ans, papa, tu seras où? Et bah, tu sais, des fois, je lui dis, bah, mon rêve, en fait, j'ai un rêve, c'est de d'être venir faire du surf quand je serai plus vieux, tu vois, habiter au bord de l'océan, faire du surf. Et des fois, je lui dis, ouais, dans 40 ans, tu sais, si je ferai peut-être pas du surf, mais si je suis au bord de la mer, les pieds dans l'eau et à pouvoir y aller à pied, tu vois, en savourant et tout, bah, j'en Ouais, aurai 88, tu vois. Et je me dis, ouais. bah, quand même, c'est que j'aurais assez bien réussi mon truc. C'est pas mal. Et, C'est pas mal, il ouais. y a 2 3 ans, j'ai vu une apparition à la fin d'un 24 heures, un monsieur qui est venu courir à côté de moi. Et au début, je te dis, ça faisait 23 heures que je courais, 130 bornes. Il m'a expliqué, et à 82 ans, il fait des semi-marathons, il fait des marathons, enfin, il fait des semi-marathons, des trucs comme ça. Il m'a expliqué son mode de vie, et puis il m'a expliqué comment il a changé. Et ça montre ce que tu disais tout à l'heure. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les efforts, en fait, il les a commencés tard, mais que, en fait, c'est ce qui lui permet maintenant de continuer à. Il se balade avec son cheval, Jamais il trop va tard pour courir, bien il fait faire. des trucs. Jamais trop tard pour bien Voilà. faire. Moi, j'ai des clients qui ont commencé à 55, 60 ans et qui ont retrouvé une bonne santé métabolique. Et c'est jamais trop tard, quoi. Il faut juste pas lâcher et c'est jamais trop tard pour bien faire. Ben voilà. Et ben, tu vois, c'est C'est le mot de la fin. c'est le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup, Bertrand. À Merci à bientôt. toi. Tu veux en savoir plus sur la philosophie Samy de Bertrand? Tu peux le suivre sur Instagram avec son compte Bertrand Soulier. Et je te mets dans la description de cet épisode les différents liens pour retrouver ses podcasts et ses programmes d'accompagnement. J'espère que cet épisode t'a donné envie de faire mieux chaque jour pour ta santé métabolique. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel invité passionnant.